Deux organisations revendiquent à Beyrouth la responsabilité de l'attentat à l'explosif qui a fait un mort et 18 blessés hier soir au bureau de poste de l'hôtel de ville de Paris. Michel Cotta démissionne de ses fonctions de président de la Haute Autorité quelques semaines avant le remplacement prévu de cette institution par une commission nationale de la communication et des libertés. Anatoly Sharansky, en direct, invité de cette édition de 20h, l'ancien dissident soviétique vient d'être reçu par le président Mitterrand. Nous sommes le mardi 9 septembre 1986. Cela fait 536 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 475 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 185 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et 125 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir, et j'ajouterai qu'il y a un nouvel otage étranger, le 17e au Liban. C'est un Américain, un directeur d'école, Frank Herbert Reid. Il est âgé de 55 ans. Frank Herbert Reid a été enlevé aujourd'hui par l'organisation Djihad islamique. Toutes les recherches médicales ne sont pas nécessairement bonnes à prolonger. Le biologiste Jacques Testard, qui travaille avec le professeur Friedman à l'hôpital Antoine Becler à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, n'entend pas jouer les apprentis sorciers. Jacques Testard, grâce à ses recherches fondamentales, a permis les premières fécondations in vitro en France et très récemment la naissance de bébés à partir d'embryons congelés. Aujourd'hui, il crie casse-cou, expliquant qu'il n'y a pas de réglementation juridico-médicale en France et que cela l'inquiète. Explication Lucie Soboul, Martine Alain-Regnault. Ces magnifiques enfants nés il y a plusieurs années, nous les appelions les bébés de la science. Ils étaient les premiers à naître par fécondation in vitro. Depuis, des techniques de plus en plus sophistiquées ont permis aux médecins de vaincre la stérilité. La plus ancienne, c'est l'insémination artificielle. Avec le sperme d'un donneur anonyme conservé dans une banque de sperme, on insémine l'épouse d'un homme stérile. Déjà 16 000 naissances en France depuis 10 ans. Deuxième étape déjà classique, la fécondation in vitro. Les ovules d'une femme sont prélevés, ainsi que le sperme de son mari. La fécondation a lieu en éprouvette. Bilan en France, plus de 300 naissances. La troisième étape est récente. Les médecins congèlent les embryons obtenus après la fécondation in vitro pour les réimplanter plus tard. En France, ces 2 bébés furent les premiers à naître ainsi en avril dernier, après avoir été conservés au stade d'embryon. Ces progrès successifs ont ouvert la voie à bien d'autres possibilités, dont d'ovules et d'embryons, près d'utérus et même récemment congélation d'ovules. Tout cela, Jacques Testard continuera à y travailler, mais ce qu'il craint, c'est que l'on aille encore beaucoup plus loin et que l'on s'éloigne de la lutte contre la stérilité. Je prends un exemple concret dans l'immédiat, dans la décennie à venir, c'est qu'il va y avoir une déviation, un détournement du but de la fécondation in vitro, qui était de donner un enfant à un couple stérile, vers une autre approche qui va être de donner un enfant calibré à un couple non stérile. C'est-à-dire faire des jumeaux, choisir le sexe? C'est-à-dire essentiellement, oui, ce qui me fait peur, c'est avant de mettre un œuf dans l'utérus, une fois qu'il a été fécondé in vitro, de choisir parmi les 5 ou 6 qu'on peut avoir, produits par le même couple, et à la demande du couple, de mettre ceux qui sont parents des garçons, par exemple. Pour le moment, ça peut s'arrêter là. Un peu plus tard, ça pourrait être affiné. C'est-à-dire choisir des caractères qui plaisent aux parents. Choisir des caractères, effectivement, les caractères de cet enfant, en dehors de son sexe, plus précisément de son sexe, pour lesquels, je le dis, actuellement, on n'est pas capable. Mais ça va très très vite. S'il faut, pour faire un enfant, quand on n'a pas besoin du corps médical, aller le consulter quand même, et aller voir des biologistes, et passer par des artifices, parce qu'on aura inventé un nouveau besoin, qui est d'avoir un enfant défini comme ceci ou comme cela, je crois que là, il y a une déviation qui n'apporte pas plus de bonheur, mais beaucoup plus d'angoisse. Le souhait de ce biologiste inquiet, une réflexion internationale et une pause dans les recherches. Mais tous les biologistes sont loin d'être de son avis. Deux organisations ont revendiqué la responsabilité de l'attentat commis dans le bureau de poste de l'hôtel de ville de Paris hier soir. Cet attentat a fait 1 mort et 18 blessés. L'organisation des partisans du droit et de la liberté s'est tout d'abord manifestée à Beyrouth pour revendiquer cette action terroriste. Et c'est également à Beyrouth que le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient a publié un communiqué de revendication. Commentaire Pascal Deschamps. 2 revendications pour un même attentat. 2 organisations dont l'une était jusque-là totalement inconnue. Ces partisans du droit et de la liberté qui revendiquent tous les attentats commis en France, depuis celui des Galeries Lafayette en décembre 85 jusqu'à l'attentat manqué de la gare de Lyon
et tous ceux qui se produiront dans l'avenir. Une série revendiquée jusque-là par le CSPPA, le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, auteur du deuxième communiqué de la journée. 8 attentats au total qui ont fait 3 morts et 86 blessés, plus 3 attentats manqués dans le RER ou à la Tour Eiffel. Chaque fois, le CSPPA réclame la libération de 3 terroristes détenus en France, Georges Ibrahim Abdallah, Anis Nakache et Varoudjian Garbidjian. Pour les enquêteurs aujourd'hui, une certitude, les mêmes explosifs ont été utilisés dans tous ces attentats. On peut donc les attribuer à une seule organisation. Oui, mais laquelle? Le CSPPA ou les partisans de la liberté? À moins que les 2 sigles recouvrent les mêmes éléments terroristes. D'une part, les 2 textes de revendication ont été reçus à Beyrouth et d'autre part, les 2 organisations semblent poursuivre le même but. Le PDL affirme lutter pour tous les militants détenus dans les prisons des ennemis de la liberté. À Paris, en fin d'après-midi, la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, SOS Racisme, le MRAP notamment, appelaient à manifester. Plusieurs organisations, syndicats, partis étaient présents, directement représentés ou non, dans ce défilé de protestation contre tous les terrorismes qui se cachent derrière de grandes causes pour justifier des actes de barbarie. C'est une phrase extraite de l'appel à la manifestation. Le secrétaire d'État aux droits de l'homme, Claude Maluret, était parmi les manifestants. À ses côtés, Jean Popren, Michel Rocard ou encore Jean Tibéry du RPR. Dès hier soir, le président de la République adressait au maire de Paris, Jacques Chirac, un télégramme afin qu'il transmette à la population parisienne, à ses élus et plus particulièrement aux familles des victimes, l'expression de sa peine et de sa solidarité. Nous devons tous témoigner de la résolution du pays de combattre sans merci le terrorisme qui menace tant de vies et nos libertés. Ce texte du président de la République est largement repris sous des formes différentes par les principaux responsables des partis politiques français, de Laurent Fabius à Raymond Barre, de Valéry Giscard d'Estaing à Lionel Jospin. Alors contre le terrorisme, la marge est étroite et favorise le consensus. Paul Amar. C'est vrai, cohésion, rassemblement, solidarité, unité, voilà les mots qui reviennent le plus souvent dans les déclarations politiques de tous bords. Une telle unanimité, à quelques exceptions près, est rare en France. Elle méritait d'être relevée. Notre propension à polémiquer est telle que cette succession d'attentats sanglants aurait pu provoquer un débat franco-français, un débat dont notre pays est si friand. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et cela doit pour le moins surprendre, j'allais dire décevoir les poseurs de bombes qui connaissent très bien le fonctionnement des démocraties occidentales et qui espèrent, en semant la terreur, nous diviser pour mieux nous affaiblir. Ils n'y sont pas parvenus, du moins pour l'instant, il faut s'en féliciter, mais il faut aussi savoir que cet échec relatif peut les conduire à être encore plus odieux. En clair, d'autres attentats pourraient se produire comme ils se sont produits avant 81, Copernic, avant mars 86, la rue des Rosiers, après mars 86, l'hôtel de ville. Aucun gouvernement n'a été ou ne sera épargné ce triste constat. Rend donc dérisoire toute controverse politique. Il n'y a plus de clivage gauche-droite quand ces hommes, venus d'ailleurs, nous déclarent la guerre. Encore faut-il maintenant trouver une réponse commune à ce fléau. Ce gros livre, c'est le dernier rapport de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. C'est son 4e, mais ce sera son dernier. Un rapport avec des bons et des mauvais points et le souhait que le principe d'une égalité de contrainte entre télévision publique et privée soit respecté. La Haute Autorité sera bientôt théoriquement remplacée par la Commission nationale de la communication et des libertés, prévue par la loi Léotard. Michel Cotta n'a pas attendu. Nommée en août 82 par le président François Mitterrand, elle a démissionné de ses fonctions. Commentaire Gaël Monlahuc. C'était sa dernière représentation. Elle était encore la présidente et fêtait ce matin ses 4 ans d'exercice à la tête de la Haute Autorité. Toutes les personnalités du monde audiovisuel étaient venues rendre un hommage amical à celle qui était la garante de leur indépendance et de leur liberté. Pendant 4 ans, au sein d'un paysage audiovisuel en pleine mutation, à un poste éminemment politique, Michel Cotta a joué son rôle avec fermeté et diplomatie. Respect du pluralisme, harmonie des programmes, nomination des présidents de chaîne, elle a beaucoup contribué à l'évolution de la télévision. Je crois que la Haute Autorité a été conçue comme un élément de rempart entre le pouvoir politique et l'audiovisuel. Et je crois que c'est une bonne chose et qu'en attendant, l'action de la Haute Autorité, qui n'a pas été contestée, est une action qui a fait progresser ce qu'on pourrait appeler la démocratie audiovisuelle en France. C'est une recherche permanente de l'équilibre et je dirais du consensus. Or, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que les téléspectateurs souvent pensent que les choses sont orientées, etc. Mais chacun a un peu tendance à entendre midi à sa porte et à voir midi à sa porte. Nous avons essayé
de rendre la télévision aux Français. Est-ce que nous y sommes arrivés? Ça, c'est selon. Mais enfin, nous y sommes plutôt mieux arrivés qu'avant. Sortie en beauté et en douceur pour la présidente qui boucle ses cartons. Elle sera remplacée par Marc Payet qui devrait assurer l'intérim pendant quelques semaines. On attend l'avis du Conseil constitutionnel sur la nouvelle loi, puis la nouvelle commission se mettra en place. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl et le Premier ministre Jacques Chirac ont eu un long entretien en fin d'après-midi. Le premier du genre pour discuter économie, agriculture, mais aussi sécurité. Jacques Chirac et Helmut Kohl ne se connaissaient pas bien. Commentaire Michel Meyer. Ce n'est qu'après une visite de courtoisie au président Mitterrand que le chancelier Kohl a enfin trouvé le chemin de Matignon. Habitué à l'interlocuteur privilégié François Mitterrand, Helmut Kohl avait donné l'impression d'un peu négliger Jacques Chirac. On pouvait douter que le chancelier allemand et ses conseillers, surtout, aient assimilé le mode d'emploi et les usages de la cohabitation à la française. Cela semble être le cas maintenant. Les gouvernants de Bonn discutent donc directement au sommet et sur le fond les dossiers clés du franco-allemand avec le chef de l'exécutif français. Sur la sellette, le terrorisme, actualité oblige, on attend une initiative. La coopération militaire et industrielle, bien sûr, thème quasi permanent de ce type de rencontre. Des dossiers plus délicats sont également au programme. Cattenom, la politique nucléaire française, qui inquiète l'opinion publique ouest-allemande, ce qui, à l'inverse, irrite à Paris. La politique économique et monétaire également, harmonisation souhaitée de part et d'autre. Il ne faudrait pas que la stupéfiante, spectaculaire prospérité allemande à l'heure actuelle, avec des excédents records dans l'après-guerre, se fasse trop aux dépens de la politique économique française. À cet égard, Paris attend de Helmut Kohl un geste sur le plan des taux d'intérêt. On ne souhaite pas en effet à Paris que la spéculation internationale à la hausse ne se fixe à plus ou moins court terme sur le Deutschmark, comme ce fut souvent le cas dans le passé. Égyptiens et Israéliens poursuivent leurs négociations sur le problème de l'enclave de Taba, un territoire d'1 km² occupé par Israël et revendiqué par l'Égypte sur le golfe d'Aqaba. Un sommet Égypte-Israël est prévu en cas de réussite, mais l'attentat terroriste commis contre la synagogue d'Istanbul pourrait peser sur l'attitude israélienne. Commentaire Charles Anderlin, correspondant d'Antenne 2 à Jérusalem. Ces 2 km² de plage à Taba, au sud d'Eilat, constituent le principal obstacle au sommet Pérez-Moubarak. Les 2 pays revendiquent cette enclave et négocient un arbitrage depuis plus d'1 an. La controverse ne porte plus que sur une borne frontière indifférente de 58 m². J'espère qu'à 2 points de 58 m², c'est un obstacle qu'on pourra surmonter pour arriver à ce dialogue important, mais il n'y a pas d'assurance à ce moment. Taba, c'est le seul point de divergence? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, je crois que Taba, c'est le point de divergence. Il faut arriver à un accord sur cette question de Taba pour commencer vraiment un dialogue sur des questions beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes, peut-être qui concernent les relations entre les 2 pays et le processus de paix au Moyen-Orient. En fait, tant à Jérusalem qu'au Caire, on craint que l'annulation du sommet Pérez-Moubarak entraîne une nouvelle détérioration des relations entre les 2 pays. Cela alors que la tension monte au Proche-Orient à la suite des derniers attentats et de l'éventualité de raids de représailles israéliens. Les négociations qui se poursuivent au Caire sur Taba sont peut-être celles de la dernière chance pour le processus de paix. Anatoly Sharansky est à Paris. Il doit participer à la réunion du Conseil international de la Conférence mondiale pour les Juifs du RSS. Anatoly Sharansky a été reçu par le président de la République aujourd'hui, président qui l'a remercié de l'aide qu'il lui fut apportée ainsi que sa femme. Anatoly Sharansky est notre invité ce soir. Bonsoir. Je vais tout d'abord vous inviter à regarder des images, les images de votre échange. C'était au mois de février dernier. Votre retour, vous fûtes échangé contre des espions. Regardez avec nous, puis je vous demanderai votre réaction 6 mois après. Avec plaisir. Un petit homme coiffé d'une immense chapka, ainsi nous a paru il y a 7 mois Sharansky libéré des camps soviétiques après 9 ans de détention. 9 ans sous le fallacieux prétexte d'espionnage alors que son vrai crime était de militer pour les refusniks. Il voulait que les juifs soviétiques puissent aller en Israël, il voulait y aller lui-même, il y est enfin arrivé, en partie grâce au courage de sa femme Avital, qui a couru le monde entier pour plaider sa cause. Il y a été accueilli en triomphateur par toute la classe politique de Pérez à Shamir en passant par Ariel Sharon. Dernière victoire, sa mère et quelques proches parents devaient à leur tour l'y rejoindre il y a quelques jours.
Anatoly Sharansky, 6 mois après, comment vous percevez ce retour? Quel a été le cheminement que vous avez fait depuis 6 mois? C'est très étrange de voir cela maintenant. C'était des moments très émouvants. Au KGB, on m'a mis des vêtements de civil, on m'a mis des pantalons beaucoup trop grands qui glissaient. On m'a emmené à Berlin, ensuite on m'a échangé, ensuite à Francfort, j'ai rencontré ma femme, je suis allée en Israël, j'ai rencontré mon peuple, ma terre en quelques heures. Toutes ces heures, lorsque je volais, lorsque je suis arrivée en Israël, je suis arrivée en pleurant, c'était extrêmement émouvant. Et même après, j'avais toujours peur, j'avais peur de me réveiller de ce rêve. Et je pense que cette peur a duré plus d'1 mois. Maintenant, je sais avec assurance que je ne me réveillerai pas et que les cauchemars ne reviendront plus, les souvenirs du cachot. Cependant, quand je me souviens de la Russie, eh bien, je me souviens de ce que j'ai laissé là-bas et j'espère qu'ils connaîtront la même libération que la mienne. Monsieur Sharansky, votre libération, votre cas, la libération également de membres de votre famille, prouve que le régime soviétique est en train de changer, que l'arrivée de Mikhail Gorbatchev a modifié les données intérieures de la politique soviétique? Gorbatchev, c'est un dirigeant qui comprend beaucoup mieux la psychologie des dirigeants occidentaux et de l'Ouest en général, qui a des conseillers qui ont vécu toute leur vie à l'Ouest. Il essaye, avec l'aide de certains gestes qui ont beaucoup d'effet, de créer une nouvelle image à l'Ouest, sans régler les problèmes sur le fond. Lorsque l'on m'a libéré, la situation des droits de l'homme en URSS et surtout de l'URSS était en train de s'aggraver. Il y avait de nouvelles répressions. Il y a toujours des discriminations à l'égard des juifs soviétiques, notamment dans les universités, dans un certain nombre de lieux. Oui. Tout d'abord, cette politique de discrimination continue. Ensuite, l'immigration a presque entièrement cessé, l'immigration juive surtout. Ensuite, ceux qui ont demandé un visa pour Israël sont dans des conditions très difficiles. Après ma libération, il y a eu des arrestations, des répressions qui ont touché même des simples professeurs d'hébreu. Aujourd'hui, j'ai dit à M. Mitterrand, je lui ai donné une lettre d'une personne qui depuis 20 ans essaye de pouvoir partir en Israël, alors que Gorbatchev disait lui-même à la presse française qu'il n'y a pas un seul homme qui soit en cet état d'attente pour sortir du pays et aller en Israël. Il y a beaucoup de milliers de refusniks, des prisonniers et 4000 personnes qui ne peuvent même pas faire la demande de visa. Vous avez un chiffre à nous donner sur le nombre de personnes qui souhaitent immigrer, d'après vous? Eh bien, d'abord, il y a un chiffre très simple. Combien de personnes ont demandé la possibilité à Israël? L'Union soviétique, elle, n'a pas donné ses visas. Donc, 390 000 personnes. En fait, demander simplement à immigrer, c'est déjà courir un certain risque. Ensuite, environ 40 000 personnes ont déjà eu un refus, se sont vues refuser cette possibilité d'immigration. Il y a environ 10 000 familles séparées. Quelques dizaines de personnes qui sont en prison seulement pour avoir exprimé le souhait d'émigrer en Israël ou avoir enseigné l'hébreu. Merci Anatoly Sharansky. Vous avez décidé de changer votre nom quand vous êtes arrivé en Israël. Vous appelez maintenant Nathan Sharansky. Pourquoi? Il y a quelques années, tous ceux qui luttaient pour pouvoir partir en Israël, eh bien, nous avons commencé à prendre des prénoms hébreux. Et moi, j'ai choisi le nom Nathan, c'est-à-dire dans toute famille assimilée, on n'utilise pas un nom hébreu. On m'a donc appelé Anatoly, mais depuis longtemps on m'appelait Nathan, et c'est pourquoi j'ai pris ce nom une fois arrivé en Israël, comme ma femme s'est appelée Avital. Merci Anatoly Sharansky d'avoir été notre invité. Je signale simplement pour ceux qui voudraient vous entendre et vous rencontrer que vous serez jeudi soir au Cirque d'hiver à Paris pour une réunion de solidarité. Merci.
Inculpation du fonctionnaire soviétique des Nations Unies, Gennady Zakharov, arrêté le 23 août dernier à New York. Inculpation de conspiration pour avoir communiqué des documents à une puissance étrangère. Benazir Bhutto a été libéré avec la principale dirigeante de l'opposition pakistanaise, remise en liberté après 26 jours de prison. Une centaine de personnes ont été également libérées par le gouvernement du général Zia. Collision entre deux navires au large de Port Harcourt, dans le sud du Nigeria. Il y aurait, mais c'est un bilan provisoire, une centaine de morts. En Afrique du Sud, 3 membres du Congrès national africain, le mouvement anti-apartheid, ont été pendus ce matin à l'aube à Pretoria. Ils avaient été condamnés à mort pour meurtre. Le ministère des Affaires étrangères français a regretté que les appels à la clémence n'aient pas été entendus. Au Chili, un journaliste travaillant dans une revue d'opposition a été retrouvé assassiné dans un faubourg de Santiago. Plusieurs dirigeants de l'opposition ont été arrêtés, ainsi que des prêtres français qui pourraient être libérés prochainement. Peu avant, un grand rassemblement des partisans de Pinochet à Santiago du Chili. Voici le reportage réalisé par nos envoyés spéciaux Bernard Benjamin, Jean Ray. C'était hier après-midi en plein centre de Santiago. Des étudiants étaient venus remettre une lettre à l'ambassade de Hollande afin de dénoncer la situation au Chili. Le problème, c'est que cette démarche intervenait au lendemain de l'attentat manqué contre le général Pinochet. Très vite, ils se sont retrouvés prisonniers dans leur voiture, encerclés par des carabiniers, mais aussi par des civils, membres de la sécurité nationale. L'attente a duré quelques minutes, et puis avec une extrême violence, ils ont été arrêtés. Une scène qui n'est pas, il faut le souligner, le visage qu'offre aujourd'hui Santiago, mais qui témoigne des méthodes utilisées par la police chilienne pendant l'état de siège. Ce matin, en tout cas, une messe était célébrée à la mémoire des 4 soldats et du carabinier morts pendant l'attentat de dimanche soir. La cérémonie avait lieu dans l'une des cours de l'école militaire, en présence de la famille des disparus. De l'émotion, bien sûr, mais surtout, on remarquait au premier rang le général Pinochet, ainsi que toute la junte militaire. C'est du reste l'une des toutes premières conséquences de l'attentat manqué. Les forces armées chiliennes sont aujourd'hui plus unies que jamais. Les déclarations de militaires qui se succèdent depuis 2 jours sont sur ce point très claires. Le régime est décidé à poursuivre sa mission jusqu'au bout, c'est-à-dire, selon les propres mots du général Pinochet, extirper le communisme du Chili. Autant dire que le pays s'apprête à vivre encore des moments difficiles. La cérémonie terminée, le général Pinochet va regagner le palais de la Moneda et dans 1 heure, vers 15 h, heure de Santiago, il présidera une marche de plusieurs milliers de personnes venues lui apporter leur soutien après l'attentat de dimanche soir. Ce sera l'autre moment fort de la journée, pendant que dans tout le pays et en raison de l'état de siège, les arrestations se multiplient. Manifestation à Paris à l'appel de la CGT. Défense de l'emploi, appel à l'action, c'était les thèmes du discours de rentrée du secrétaire général Henri Krasuki. Plusieurs milliers de personnes ont défilé en conspuant notamment le ministre des Affaires sociales, Philippe Séguin. Henri Krasuki a reconnu la franchise exceptionnelle du ministre, avouant selon lui que le capitalisme était incapable de faire reculer le chômage. La Confédération CFDT soulignait d'autre part l'écart important entre la politique gouvernementale sur l'emploi et ses propositions. La CFDT tenait une conférence de presse de rentrée également. Un groupe d'hommes armés a réussi à délivrer cet après-midi un détenu soigné à l'hôpital de la Pitié dans le 13e arrondissement de Paris. Le détenu et ses complices ont réussi à s'enfuir. À Deauville, on dit « Vive le cinéma américain ». Le festival qui lui est consacré connaît désormais un bon succès. Ce soir, un film coproduit par Antenne 2. Je hais les acteurs. En direct à Deauville, Jean-Jacques Dufour. Oui Claude, tout à l'heure on va projeter le seul film français du festival américain de Deauville, Je hais les acteurs, tiré d'un roman du scénariste Ben Hecht. C'est le premier long métrage de Gérard Craxic, un jeune réalisateur. L'action de ce film, coproduit par Antenne 2, se situe dans l'usine à rêve hollywoodienne en 1942. À ce propos, ce film est en noir et blanc, sous-titré en anglais. Pour vous mettre dans l'ambiance, un extrait où Michel Blanc, qui nous rejoint ici, là, vous vous mettez là où il y a la petite croix, où Michel Blanc, donc, qui joue les fakirs, devient le tube d'aspirine ambulant de Jean Poiret, un agent artistique qui déteste les comédiens. Ma sœur s'appelle Karoma. Vous avez mal à la tête. Des pics à glace. Je vais vous les enlever en un instant. Par osmose.
douleur a-t-elle disparu, monsieur Higgins? Oh, c'est extraordinaire. J'ai la tête toute dégagée. Plus la moindre trace de migraine. C'est une science orientale que je suis disposé à enseigner à toutes les personnes que cela intéresse, moyennant une somme modique. Oui, alors dans ce film-là, vous n'avez pas beaucoup de dialogue, mais vous êtes fait un masque. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de présence non plus, parce qu'il m'a donné un rôle assez court, mais j'en ai profité pour me faire une tête. Hein. Tous les acteurs sont un peu dingues. Est-ce qu'à votre avis, c'est l'idée que vous faisiez du Hollywood de ces années-là? Oh, je pense qu'il y avait effectivement peut-être une fantaisie et une folie, une démesure qui n'existe plus autant maintenant. La notion de star a quand même beaucoup changé. Je pense qu'il y avait une fantaisie, mais il y a surtout une fantaisie dans la tête de Ben Hecht, l'auteur du scénario, c'est-à-dire du roman. Et bon, c'est un peu à second degré, une caricature. Quand même. Alors, à propos de l'hystérie qui règne parmi les personnages, je vais vous proposer de regarder comment Galabru veut convaincre qu'il est encore jeune pour avoir un rôle. Un homme de 50 ans aurait-il pu faire ça? Où ça? Où ça? Parole! Mais écoutez, Larry, ce remake de Fils du Destin est une affaire de 3 millions de dollars. Il leur faut des vedettes. Dennis Wald, je vous l'accorde, est mauvais, mais c'est une vedette, comme Elvina Bliss et Johnny Jones. Et Laurence Bison! Je pourrais prendre là-bas. Voilà. Dites-moi, on était un peu là, on est en direct. Oui. Bon, dites-moi, vous alors, vous avez fait ce film, vous permettez un beau numéro d'acteurs à tous vos comédiens. Ah oui, je crois que c'est vraiment l'essentiel. C'est le plus grand plaisir, c'est de les voir jouer quoi, dans ce film. Et pour moi, j'ai été le premier spectateur, donc j'ai passé un très bon moment. J'espère que les spectateurs en passeront un aussi bon que moi. Dites-moi, est-ce que vous seriez prête dans 30 ans à faire le genre d'acrobatie que fait Galabru pour avoir un rôle? Bah écoutez, j'ai pas le physique ingrat de ce garçon déjà, qui fait rire même sans faire des acrobaties. Mais j'espère que mon arthrose me permettra de sautiller encore gaiement. Est-ce que vous pensez que vos agents ont des raisons de vous détester, vous en général, les comédiens? Oh non, ça serait plutôt l'inverse, à vrai dire, mais... mais non, tout va bien, c'est de la comédie, c'est de l'excentricité, c'est de... Comment dire, comment ça s'appelle exactement, une sorte de caricature très sympathique quand même du milieu, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Vous auriez aimé être une star à Hollywood dans les années 40? Déjà, j'aurais aimé être une star tout court, et Hollywood dans les années 40, encore plus, oui, mais la vraie de vraie. Mais oui, vous êtes une star, Dominique. C'est pour bien me le dire. Bon, enfin, tout ce qu'on peut dire, donc on va laisser rentrer tous les artistes qui sont là dans la salle. On peut souhaiter une bonne soirée aux spectateurs qui vont assister à la projection de ce film. Et on peut dire aussi que pour ceux qui aiment les numéros d'acteurs, c'est vraiment un film très amusant. Merci Jean-Jacques, on reparlera du Festival de Deauville dans Mardi Cinéma, juste après ce journal. Demain soir, c'est du sport, c'est la dernière information sportive de cette édition. Demain soir, France-Islande en football pour les éliminatoires du championnat d'Europe des Nations 88. Pas de surprise dans la composition de l'équipe de France, mais les débuts de Stéphane Paille aux côtés de Stopira dans l'attaque française. Et puis pour la météo, Laurent Boussier. Et oui, avec une journée typique d'une belle arrière-saison, du soleil, beaucoup de soleil, à peine perturbé par quelques petites brumes matinales. Cela dit, il nous faut quand même parler des nuages, ce que l'on voit sur la photo satellite. Ils étaient aujourd'hui sur l'est, sur l'extrême sud-est du pays, ils vont s'éloigner, il y en aura encore demain sur la Corse avec des risques d'orage. Et puis ils étaient sur l'Espagne, alors poussés par des vents d'ouest et un petit peu de sud-ouest, et bien ils vont venir recouvrir demain toutes les Pyrénées, toutes les régions allant du Pays Basque pratiquement aux Pyrénées-Orientales. Ailleurs, ce sera du beau temps. Regardez la carte du temps prévu pour demain, c'est admirable pour un début septembre, du soleil presque partout. Je vous le disais, quelques brumes le matin qui vont vite se dissiper. Par contre, sur les Pyrénées, un temps gris, peu ou pas de précipitations, c'est déjà ça, alors qu'en revanche, sur la Corse, il y aura moins de nuages, mais par contre, il y aura des orages qui pourront être assez violents. De toute façon, c'est plutôt du beau temps pour demain. Côté température, eh bien, elles sont stationnaires, elles sont tout à fait normales, elles aussi, de 17 à 20 et même 21 degrés à Paris, pas de problème de ce côté-là, et de 22 jusqu'à 25 et même 30 degrés sur la moitié sud, 30 degrés à Nîmes, 30 degrés à Marseille. Vous voyez des températures qui sont dignes de cette fin d'été. Pour terminer, je vous dirais que demain, il fera 17 degrés à Bruxelles et 26 à Jérusalem. On termine encore une fois avec notre agenda. Demain sera le mercredi 10 septembre, le soleil se lèvera à 7h21, se couchera à 20h14, 4 minutes de soleil en moins. Nous fêterons les Inès, puisque ce sera la Sainte-Inès. Et à partir de demain, vous pourrez trouver ce livre qui est tout à fait remarquable et presque indispensable si l'on veut connaître l'état du monde. L'état du monde 86, c'est la 6e année de cette production des éditions La Découverte. C'est un annuaire économique et géopolitique mondial. 6e année, je vous le recommande, l'état du monde 86. À 23h35, Philippe Arroir présentera la dernière édition du journal d'Antenne 2. À demain 20h. Bonsoir. Merci.